vous avez la parole. Merci de la parole, Madame la Présidente. Madame la Présidente, honorable juge, j'ai vu votre tribunal s'assoupir jusqu'aux confins de l'endormissement, tandis que l'accusation continuait d'éructer son topo, dont la vacuité, je veux dire la béance, m'a fait frémir de colère et d'indignation jusqu'à présent. Heureusement que vers la fin, vous ne l'écoutiez plus que par devoir. Votre cœur et votre esprit n'y étaient plus. Certains d'entre les juges, me semble-t-il, songeaient probablement déjà à leur meilleure série télé. Oui, miséricorde. Quelle accusation que selon Galimacia caustique à faire des arguments trop faciles pour se donner le malin plaisir de les balayer du revers de la main. Mais c'est peine perdue, parce que la défense n'entend pas venir du côté où l'accusation a cru devoir l'attendre. Venons-en au fait. Très sérieusement, Madame la Présidente, je pense qu'il serait une terrible injustice de ne considérer de la vie d'un homme, en l'occurrence Mobutu, que ses égarements et ses échecs, ses folies et ses turpitudes, et ainsi d'oublier, d'ignorer ou de taire le bien qu'il a fait aussi. Il me semble percevoir un certain manichéisme dans nos jugements, qui voudrait séparer l'histoire politique de notre pays en deux. Les justes d'un côté et les méchants de l'autre. Ainsi, pour son grand bonheur, M. Lumumba repose au Panthéon, en dépit tout de même de sa personnalité sulfureuse, qui se passait dangereusement des règles les plus élémentaires de la politesse diplomatique. Ainsi aussi, pour son grand bonheur, M. Laurent Désiré Kabila est compté parmi les justes, alors que c'est lui, le chauve, qui avait ouvert la porte aux étrangers dont la patrie n'a guère fini de pâtir. Quant à mon client, M. Mobutu, quant à M. Tshombe, par exemple, et consorts, qu'ils aillent mourir en enfer. À eux, la nation ne pardonnera jamais rien. Mais pourquoi? Pourquoi deux poids, deux mesures? Où est la justice de cette histoire sélective qui ne retient des uns que leur mérite et des autres que leur tort? Quelle est cette sagesse au principe si aléatoire, erratique et asymétrique? Madame la Présidente, de quoi mon client est-il accusé au juste? Vous avez entendu, monsieur de l'accusation, me chicaner mon jeune âge. Il a raison. Parce qu'effectivement, je dois reconnaître que son âge avancé, très avancé, très avancé, lui confère un avantage certain sur moi, à savoir la perte de la mémoire. Ainsi, tenez-vous bien, pour la première fois dans l'histoire du droit, on a pu entendre une accusation s'accuser. L'accusateur vous a en effet dit qu'il se refusait de faire œuvre de casuistique, qu'il se refusait à égrener les faits précis reprochés à mon client. La raison est simple, c'est qu'avec sa mémoire sénescente, il ne peut plus asseoir l'accusation que sur des bribes de réminiscence, mêlant les faits réels à des images fantasmagoriques, comme il sied à tout esprit déclinant, frappé d'amnésie. Quel procès? Quel procès? Qu'à cela n'était, Madame la Présidente, en faisant
violence à mon intelligence et à ma mémoire malheureusement encore vive et tenace à cause de mon jeune âge, je me suis efforcé à trouver du sens, ça et là, dans cette juxtaposition de propositions concoctées par l'accusation. Ainsi, les griefs articulés contre mon client peuvent être entendus. Mobutu, 32 ans de règne sans partage, durant lesquels un régime autoritaire, sanguinaire et corrompu aura saigné le peuple à blanc. Mobutu, un prince machiavélique, d'un cynisme repoussant, qui n'avait pour seul mérite que sa propre mégalomanie et son hubris du pouvoir. Mobutu, un exécrable kleptocrate, usé, blasé par le luxe et la luxure. Mobutu, le mal zaïrois incarné, le Moloch maudit qui précipita le Congo sans Zaïre au fond du bouclier où il est. Mais ce regard sévère que l'on porte sur le règne de mon client est assez injuste. Et ce procès n'est légitime que pour autant qu'il permette que toutes les vérités soient dites. Enfin, Madame la Présidente. Madame la Présidente, depuis mes premiers pas sur le chemin du droit, il m'est souvent arrivé d'être prise à partie à cause du rôle de la défense que je suis appelé à assumer dans un procès comme celui-ci. En effet, l'opinion publique refuse d'admettre un seul instant qu'un avocat vertueux daigne accepter d'assurer la défense d'un monstre indéfendable. Pour certains, je suis l'avocat du diable. Pour d'autres, une conscience vendue à la note d'honoraire, l'argent. Autant que mon client, je suis donc l'objet de toutes les indignations. Mais voyez-vous, Madame la Présidente, si seulement il était donné à l'opinion publique de savoir ce que c'est l'avocat en compulsant le dossier, si seulement il avait été donné à l'opinion publique de voir ce qu'il est donné à l'avocat de voir, alors défendre une cause comme celle-ci ne serait plus un scandale. Car, tandis que l'opinion publique ne connaît de l'accusé que ce tombereau d'anathème que lui déverse l'accusation et les médias, l'avocat, lui, rentre au cœur du secret de celui qui défend. Et là, au lieu de ce monstre coupable que brodent à leur goût les médias, l'avocat découvre un homme, un être de chair et de sang, capable d'amour et d'humour et d'amitié. Madame la Présidente, en lisant le livre Dignité pour l'Afrique, le seul livre en chrétien que mon client ait pu publier, j'avais l'impression de recueillir sa version des faits face aux griefs articulés contre lui. Dans cette chambre close où je lui ai rendu visite, M. Mobutu m'a confié tout ce qu'il avait sur le cœur, au cœur de son cœur. Il a d'abord commencé par s'expliquer sur les coups d'État de 60 et de 65 qui lui permit d'accéder au pouvoir. Maître, m'a-t-il interpellé, dès le lendemain de l'indépendance, les politiciens s'étaient abîmés dans les luttes paralysantes. Les sécessions du Katanga et du Kassai avaient éclaté. En septembre, un peu plus de 2 mois seulement après l'indépendance, la situation était complètement bloquée. À l'ONU, il y avait désormais 2 délégations qui demandaient aux étrangers de choisir laquelle était la bonne. Comme si cela ne suffisait pas, le 5 septembre, le président de la République révoque son Premier ministre. Le 6, le Premier ministre proclame la déchéance du président de la République. Et voilà que le 9,
le président de la République et le Premier ministre me convoquent tour à tour. D'abord Kassavubu, qui me dit « Colonel, je vous ordonne de procéder à l'arrestation de l'ex-premier ministre Lumumba. » Ensuite Lumumba, qui me déclare « Colonel, je vous ordonne d'arrêter l'ex-président de la République, Kassavubu. » J'ai décidé de leur obéir à tous les deux. Alors je les ai priés de rentrer à la maison. Et c'est sur ces entrefaites que nous mîmes en place le collège des commissaires généraux, qui sera composé de tout ce que le Congo comptait alors de diplômés universitaires et même quelques étudiants en fin d'études. En 1965, ce fut la même chose. Alors que la CONACO de Tchombe avait remporté à elle seule 122 sièges au Parlement sur les 167, contre toute attente, Kassavubu exigea la démission de ce dernier, de Tchombe, et nomma Évariste Kima, qui ne disposait pas de majorité parlementaire. Eh bien, moi, Mobutu, j'intervins pour arrêter ce cirque. Me voilà enfin président. Et depuis, l'harmonie succéda au chaos. Qu'auriez-vous voulu que je fisse? Qu'auriez-vous voulu que je fisse? Madame la Présidente, qu'auriez-vous voulu que mon client fît? Madame la Présidente, il s'agit là d'un subjonctif imparfait. Les délices de la langue française, mon contradicteur ne vous en a offert aucun. Monsieur de l'accusation, vous avez compris, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ensuite, Madame la Présidente, poursuivant notre conversation, sans bardiner, mon client en est venu au sujet de la mort de Lumumba. Maître, j'apprends que mon nom est inscrit sur la liste de ceux qui ont assassiné Lumumba. Mon Dieu, finalement, on est un peu perdu. Lumumba ne peut pas avoir été assassiné par tout le monde, tout de même. Lisez l'histoire. L'historien Daiwed écrit ceci. Lumumba faisait peur aux Occidentaux, nullement disposés à prendre des risques dans la guerre froide. 4 nouveaux ambassadeurs, accrédités dans la deuxième quinzaine de juillet, travaillaient pour sa révocation. Depuis août, son élimination physique était programmée. L'ambassadeur américain avait reçu les instructions. Donc, si vous me permettez cette allusion aux Écritures saintes, je vous dirais que la passion du fils de l'homme Lumumba était déjà inscrite là-haut, à Washington. Dès lors, qu'est-ce qu'un Mobutu pour oser délier ce que les dieux de Washington avaient lié? Et puis, dans son livre intitulé Mobutu, le journaliste Jean-Pierre Langelier pense que Mobutu est coupable, non pas d'avoir tué Lumumba, mais de n'avoir pas empêché sa mort, dès lors qu'il savait que ce dessein était déjà formé dans la tête des Occidentaux. Oui, j'entends, certes, mais une fois encore, qu'est-ce qu'un Mobutu pour oser délier ce que Washington avait lié? Et puis Lumumba était un type quand même difficile. Madame la Présidente, avez-vous lu les révélations que son ami Thomas Kanza a faites au sujet de sa mort? Tenez, Lumumba fut assassiné par sa propre faute et erreur. Nous avons supplié Lumumba de rester dans sa résidence jusqu'au 25, que Kennedy aurait pris les rênes de la Maison Blanche. Mais Lumumba, Dieu sait pourquoi, décida de quitter sa résidence et de faire le voyage de Kinshasa à Stanleyville. Ne me mêlez donc pas à la mort de Lumumba.
Poursuivant la conversation, je lui ai posé une question sur son fameux parti unique, le MPR. Mobutu est allé direct. Oui, je sais qu'on m'accuse d'avoir arrêté net l'élan démocratique en instituant un parti unique. Je l'entends, maître. Mais permettez-moi de vous fournir une explication. En 1960, la loi fondamentale bricolée par la Belgique a fait naître 44 partis politiques. Cependant, on ne le dira jamais assez, les partis politiques nés sous la domination belge souffraient d'un irrémissible péché originel, le tribalisme, le régionalisme. Ce fut le cas de la BACO par exemple. Résultat, résurgence du tribalisme, rébellion, guerre fratricide, faillite de l'État, balkanisation du territoire, 500 000 morts, un fleuve de sang. Dès mon avènement, je fais l'inverse. Une constitution unitaire, un parti national de rassemblement et d'intégration. Donc, dans la vision de Mobutu, le monopartisme devait constituer la transition des États tribaux vers les États modernes. Le monopartisme devait cristalliser une conscience nationale. Ce fut un creuset du nationalisme, Madame la Présidente. Et quoi? À quoi servent les 400 partis politiques que l'on dénombre aujourd'hui sur l'échiquier politique congolais? N'assistons-nous pas à la débandade et à la cacophonie du débat pseudo-démocratique que le professeur Lobolo Djougou appelait la catastrophica? La démocratie à l'occidentale n'a-t-elle pas échoué, Madame la Présidente? D'ailleurs, à ce propos, contrairement à ce que la pensée unique européenne a voulu nous faire croire, dans nos villages, la démocratie a toujours existé. Mais seulement, de manière originale, elle se définit ici comme étant l'union autour d'un seul chef, à la recherche du consensus avec les notables par la technique de la palabre sous l'arbre. C'est cela qu'on appelle la démocratie de juxtaposition, à l'opposé de la démocratie conflictuelle à l'occidentale, qui met permanemment aux prises le pouvoir et l'opposition. C'est cela, Madame la Présidente, que M. Mobutu a voulu donner comme direction à ce pays. Madame la Présidente, poursuivant cette conversation, je lui ai posé une question sur le recours à l'authenticité. Maître, vous savez, m'a-t-il répondu, au sortir de la colonisation, l'Africain que l'on recueille est un être complètement aliéné, dont l'horizon mental est de ressembler au blanc. Or, un africaniste avait écrit qu'un peuple sans âme est un peuple sans avenir. Il a fallu dès lors un mouvement très profond, tendant à reconquérir l'âme zaïroise, faire prendre conscience aux Zaïrois de son identité propre, le désacculturer en le débarrassant des scories de cette culture coloniale imposée. Voilà au fond la philosophie du recours à l'authenticité. Voilà au fond. Il est normal que cette politique de reconquête culturelle n'ait rencontré en Occident que mépris et dérision. Mais, Madame la Présidente, vous savez par exemple que la colonisation nous avait appris à mépriser nos statues, nos bijoux et nos masques pour effacer notre mémoire de notre culture. Mais d'autres en profitaient. On retrouvait des chefs-d'œuvre dans les musées et les collections prestigieuses d'Occident où les fétiches méprisés se transformaient miraculeusement en pièces précieuses. C'est bien dommage que d'aucuns n'aient voulu voir dans cette politique du recours à l'authenticité que des aspects spectaculaires, symboliques, le folklore. Je sais aussi, par exemple, que le rejet des prénoms chrétiens
a, dans un premier temps, irrité certains évêques zaïrois. Mais il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté populaire unanime. D'ailleurs, les évêques ont été les premiers à lancer au sein de l'Église le grand mouvement de l'authenticité. Tenez, pour la célébration de la messe, ils ont inventé le rite zaïrois, jugé plus proche et mieux adapté à notre culture. Mais, Madame la Présidente, pensez-vous que pour Rome et ses conservateurs, la pilule du rite zaïrois était facile à avaler? Voir des jeunes gens avec des plateaux danser, souiller la solennité de la messe romaine. Et puis vous savez, quand on est habitué à une mauvaise odeur, on finit par ne plus le sentir. Vous trouvez normal qu'au XXIe siècle, l'Africain soit le seul individu à devoir donner des prénoms étrangers à ses enfants? Le seul. Avez-vous jamais rencontré un Chinois qui s'appelle Félix Antoine? Ou Dieu Tout-Puissant? Ou Emoro? Or, que je sache, Madame la Présidente, on n'a jamais dit que ceux qui ne portent pas de prénom chrétien iront en enfer. Jamais. Enfin de notre conversation, Madame la Présidente, mon client m'a parlé de la zaïrianisation. Ah, la zaïrianisation. Il me dit, maître, j'ai participé à la table ronde économique qui s'est tenue à Bruxelles du 26 avril au 16 mai 60 en tant que représentant du MLC délégué par Lumumba. Alors imaginez, pauvre petit journaliste mal dégrossi, je me suis retrouvé à la même table que les plus grands requins de la finance belge. Je n'avais aucune formation financière et mes collègues, ceux qui représentaient les autres mouvements politiques, pas davantage. À l'arrivée, l'économie de notre futur État a été avalée par les professionnels de l'arnaque. Ainsi, jusqu'en 1966, les décisions importantes se prenaient à Bruxelles. Nous étions indépendants, mais pas souverains. Nous étions propriétaires, mais pas décideurs. Nous avons essayé de renégocier les accords avec les Belges. Mais ces messieurs ne l'entendaient pas de cette oreille. Tant pis. Alors nous avons, devant ce refus, décidé de zaïrianiser. La zaïrianisation a été lancée. Une véritable révolution qui fut applaudie par notre peuple. Voilà, Madame la Présidente, je vous ai rendu compte de cette conversation intime que j'ai eue avec mon client. Mais, si vous voulez, 2 ou 3 choses avant de conclure. Madame la Présidente, je pense que le procès de Mobutu, c'est quand même aussi le procès de ses collaborateurs. Toute cette ribambelle de courtisans aînés, à l'instar de M. Sakombi qui inventa le jaillissement des nuages du buste de Mobutu, ou à l'instar de M. Nini Maïdika Ngimbi qui a déposé tout à l'heure. Vous savez, Madame la Présidente, je suis un lecteur assidu des mémoires. J'apprends chercher les livres chaque fois que j'apprends qu'un personnage politique a publié les siens quelque part. Cependant, il me semble que les mémoires publiées par les cadres de la Deuxième République posent problème. Car chacun qui publie les siens s'y raconte comme ayant été lui un homme de bien, plutôt piégé par le système, qu'il combattait de l'intérieur. On se dédouane, on accuse les autres. Or non, sachez que s'il devait couler à l'issue de ce procès, mon client ne coulera pas seul. Vous prétendez être demeuré homme de bien, M. Nini, mais
la fortune insolente engrangée vous accuse. Et quoi? Ceux qui écrivent leurs mémoires pour dire tout le mal de Mobutu et tout le bien d'eux-mêmes, au moment même où ils continuent à couler tranquillement à leur retraite en Europe, dans des villas dorées, doivent bien, à tout le moins, nous expliquer avec quel argent ils ont acquis ces biens. Autrement, on leur rappellera la présomption de Balzac, qui aimait à dire que derrière une fortune sans cause se cache un crime. C'est dommage que mon client soit mort avant les autres, tous soumettant maintenant des procès par contumace. Comme j'aurais aimé que Mobutu soit là, qu'il vive encore, pour assister à tout ce défilé de mode de tous les mémoires de ses collaborateurs qui l'accablent. Lui seul, qui connaît les secrets, aurait recadré les uns et les autres, leur rappelant à chacun leur lâcheté et leur turpitude. Au total, Madame la Présidente, les hommes politiques devraient apprendre à répondre de la totalité du bilan du régime qu'ils ont servi, assumer les résultats des actions auxquelles ils ont pris part. C'est cela aussi, être un homme d'État. Le reste, c'est de la lâcheté. Madame la Présidente, il y a un argument que je ne plaiderai pas. J'aurais tant aimé le plaider, mais je ne le plaiderai pas de crainte qu'on ne le prenne pour de la provocation. Oui, mais si cela m'avait été permis, je vous aurais dit, si c'était permis, je vous aurais dit que le procès de Mobutu, c'est quand même aussi le procès du peuple zaïrois, l'occasion d'une catharsis. Oui, il va falloir un jour que le peuple se remette en question, qu'il se demande s'il ne fabrique pas de ses propres mains ses tyrans, tant qu'il continue à chanter et à danser pour un pouvoir qui le méprise et le maltraite. Oui, en droit, il arrive que l'on plaide la faute de la victime. Aux États-Unis, on dit que la fonction la plus importante dans une démocratie, la fonction la plus importante dans une démocratie est celle du citoyen. Quel citoyen avons-nous été? Quelqu'un a dit un jour, je ne comprends pas comment des jeunes gens dans la misère et le chômage continuent à chanter à la gloire des hommes politiques au lieu de les inciter à faire mieux. Si je devais plaider cet argument-là, madame, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Vous savez, madame, je me suis retrouvé un jour, anecdote, je me suis retrouvé un jour dans une banque où soudain, on a vu pénétrer un politicien. Un ancien ministre. Pour moi, c'était un non-événement. Et comme je n'avais salué personne dans cette salle remplie, lui non plus, je ne l'ai pas salué. Tous les hommes naissent égaux devant ma salutation. Il y a un argument que je ne plaiderai pas. J'aurais tant aimé le plaider, mais je ne le plaiderai pas de crainte qu'on ne le prenne pour de la provocation. Oui, mais si cela m'avait été permis, je vous aurais dit, si c'était permis, je vous aurais dit que le procès de Mobutu, c'est quand même aussi le procès du peuple zaïrois, l'occasion d'une catharsis. Oui, il va falloir un jour que le peuple se remette en question, qu'il se demande s'il ne fabrique pas de ses propres mains ses tyrans. Le soutien politique, je ne suis pas contre l'enthousiasme des militants, tant qu'il y a de bonnes raisons. Mais je refuse cette fascination plate que tout politicien peut exercer sur le peuple parce qu'il passe à la télé. Je refuse cela, Madame la Présidente. J'ai envie parfois de dire au peuple, osez la différence, afin que les politiques se rappellent qu'ils ne sont que des hommes à votre service. Madame la Présidente, vous voyez, je suis mutilé, j'aurais aimé plaider cet argument, mais je ne peux pas. On dira tout ce qu'on veut.
Mais il se trouvera toujours quelqu'un pour reconnaître, Madame la Présidente, que quand même, sous son règne, Mobutu avait réussi à mettre tous les États voisins hors d'état de nuire à notre pays. Imposante, sa personnalité même était dissuasive. Nul ennemi ne pouvait croiser son regard et rester en vie. Quel charisme, quelle carrure, quelle envergure, quel courage, quelle autorité. En outre, il nous manque. D'ailleurs, sur cette personnalité de Mobutu, lorsqu'on scrute à la loupe et au scalpel la personnalité de Mobutu, on ne peut pas ne pas remarquer un paradoxe. En effet, en principe, on l'a dit dictateur. Un dictateur ne se justifie pas. Il agit, il décide, un point, c'est tout. Mais dans le cas de Mobutu, Madame la Présidente, on ne connaît aucun dirigeant qui ait aimé se justifier, parler au peuple, s'expliquer comme Mobutu. Si ce n'est pas là la preuve d'humilité, l'humilité de celui qui sait qu'il n'est rien, que son peuple est tout, et qui va lui rendre des comptes. Si ce n'est pas là l'humilité, Madame la Présidente, qu'est-ce alors? Non! D'ailleurs, contrairement à ce que j'entends parfois, être taiseux, être taciturne n'est pas preuve de sagesse. Non, dans son fond. Montesquieu disait d'ailleurs, celui auquel il manque un talent se dédommage en le méprisant. Ainsi, c'est normal, celui auquel il manque l'art de la parole, l'art de parler au peuple, voudra nous faire dire que c'est la sagesse qui le fait taire. Il ira jusqu'à nous convaincre que le silence est d'or. Mais il n'en est rien, Madame la Présidente. Et puis, quand on gère un pays, parler au peuple est un devoir. Un devoir qui participe du principe de la redevabilité. C'est vous dire au fond, Madame la Présidente, si au fond de son cœur, en réalité, Mobutu était un démocrate. Mais un démocrate hétérodoxe. Mais une dernière note sur la personnalité de Mobutu même. Voyez-vous, Madame la Présidente, sur le plan de la philosophie politique, Mobutu avait préféré les idées de Machiavel à celles de Rousseau. Et il n'y a pas de honte à ce choix, parce que vous savez, vous qui êtes infiniment cultivé, que le livre de Machiavel, fondamental, Le Prince, alors qu'il était frappé d'anathème, donc interdit, les jésuites continuaient à l'utiliser en cachette, comme un manuel politique à l'usage des princes et de l'Église. Donc il n'y a pas de honte à lire ce livre. Au fond, que nous enseigne Machiavel? Dans Le Prince, Machiavel dit fondamentalement qu'en politique, il faut agir en considérant les hommes et les choses de ce monde tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils devraient être. C'est donc un réalisme et un pragmatisme. Aux antipodes, donc, de l'optimisme anthropologique de Jean-Jacques Rousseau, qui considérait que les hommes sont naturellement bons, Machiavel dit tout le contraire. Les hommes sont foncièrement mauvais et nuisibles, cupides et jaloux. Alors que je sache, Madame la Présidente, la controverse entre Machiavel et Rousseau n'a jamais été définitivement tranchée. La philosophie politique n'a jamais décidé qui de Rousseau et de Machiavel avait raison. Mais quand on sait qu'au soir de sa vie, Jean-Jacques Rousseau est devenu fou et terriblement misanthrope, Madame la Présidente, permettez-moi de clore mon propos par un questionnement philosophique.
Pourquoi le bien et le mal, posés sur la balance, n'ont jamais eu le même poids? Pourquoi faut-il que le mal pèse toujours plus? Pourquoi 10 ans de fidélité ne feront jamais le poids face à quelques secondes d'infidélité? Pourquoi? Jean Dormesson de l'Académie française le disait d'ailleurs bien, c'est une terrible illusion de croire à un équilibre entre le bien et le mal. Le bien est détruit par le mal, mais le mal n'est pas détruit par le bien. Il demeure à jamais dans le temps comme une tache. Mais qu'importe, ma foi, qui trouverait cependant cela juste qu'on ne retint de sa vie que ses moments de faiblesse et qu'on occulta tous les efforts qu'il aura consentis pour être compté parmi les hommes de bien? Mais j'ai la certitude, Madame la Présidente, vous connaissant, j'ai la certitude que la justice, elle, commence lorsqu'on accepte d'aller au-delà du mal que l'on reproche à l'accusé pour compter aussi le bien qu'il a fait. Dire que tel individu a été mauvais sur tous les plans ou que tel autre a été bon sur tous les plans, c'est une affirmation de fanatique, pas celle de la justice, la vôtre. Car, en réalité, en vérité, comme des personnages d'un roman de Dostoïevski, les hommes politiques ne sont jamais ni totalement bons, ni totalement mauvais. Ils sont eux-mêmes tantôt bons, tantôt méchants. Je sais que rien n'est plus difficile que de construire une mémoire collective univoque. Voyez, la France, par exemple, ne sait pas trop quoi faire de son Napoléon. La Chine ne sait pas trop quoi faire de son Mao. La Libye en est à se demander si, en définitive, Kadhafi n'était pas le moindre mal. L'ombre et la lumière se côtoient au fond du cœur de l'homme, Madame la Présidente. Si j'ai voulu plaider cette cause, c'est parce que M. Mobutu a accepté de plaider coupable, à l'espoir que la justice de son pays lui reconnaisse néanmoins de larges circonstances atténuantes. Oui, il a espéré que ce procès soit aussi l'occasion de dire le bien qu'il a fait. Il a espéré que ce procès soit l'occasion de dire aussi sa bonne foi, de dire qu'il a aussi risqué sa vie pour son pays. Et surtout, Madame la Présidente, il m'a prié de vous rappeler, que malgré tout, au fond, il aimait son peuple. Vous déciderez bientôt du sort de la mémoire de mon client. Mais un mot, Madame la Présidente. Monsieur Lumumba avait des qualités, mais n'avait-il pas aussi des défauts? Monsieur Laurent Désiré Kabila avait des qualités, mais n'avait-il pas aussi des défauts? Monsieur Mobutu avait des défauts, mais n'avait-il pas aussi quelques qualités? Prend acte de votre réquisitoire. Le tribunal clôt le débat et prend l'affaire en délibéré. L'audience est suspendue.